Je pensais, eh bien, cela s'est bien passé. Je montais à l'étage pour faire mes bagages. Là-haut, je commençais à rassembler mes affaires. C'était à la fois merveilleux et mélancolique de constater avec quelle facilité cela se faisait. Je me remémorais toutes les fois où nous avions fait et défait nos valises. D'abord pour quitter le campus, puis pour emménager dans notre premier véritable appartement, près de l'endroit où nous avions tous deux trouvé un emploi, ensuite dans notre première vraie maison, une vieille maison de ville à rénover, et enfin dans notre demeure actuelle, une belle résidence. Une maison à 2 étages dans un quartier agréable, un endroit où je croyais que nous élèverions nos enfants, vieillirions, et peut-être passerions le reste de nos jours ensemble. Dans l'ensemble, en y repensant, c'était une belle époque, une belle façon de vivre, peut-être sans excès, mais je croyais jusqu'à récemment qu'elle était emplie d'amour. En apercevant Suzanne à travers le pare-brise, elle semblait en colère et amère. Je réalisais que toutes ces années n'avaient été qu'un mensonge. Elle ne m'avait jamais aimé. Je n'étais que ce type-là. Non, j'étais un imbécile qui avait accepté de mettre sa propre vie entre parenthèses et de reconnaître son enfant par un sens du devoir mal placé, nourri par l'illusion qu'elle pourrait m'aimer. Pendant près de 20 ans, j'avais été un frère, un substitut nécessaire, le second choix, un bouche-trou temporaire en attendant que son véritable fantasme se matérialise. Même en sachant cela, je me sentais égoïste. J'avais des enfants qui m'aimaient. Les abandonnais-je? Peut-être, mais ce n'était pas le plan. Ça n'avait jamais été le plan. Non, donner à Suzanne ce qu'elle voulait, le faire au nom d'un amour mal placé, et ne pas se soucier de la culpabilité. Je quittai la maison, trouvai un petit appartement près du travail, et pris rendez-vous avec un avocat. L'homme que je choisis était connu pour son équité. C'était exactement le genre d'avocat que je voulais. Nous nous assîmes et après avoir convenu d'un prix approximatif, il m'exposa tout. Son nom était Larry Freeport et voici ce qu'il nota lors de notre première rencontre. Monsieur Groff, commença-t-il, si votre épouse Suzanne ne conteste pas le divorce, vous pouvez être libre dans 90 jours. En revanche, vous devez comprendre qu'elle a le droit de refuser de signer tout document pendant 1 an. Si elle conteste le divorce, cela pourrait prendre beaucoup de temps, mais grâce au récent changement dans la loi, elle ne pourra pas retarder indéfiniment la procédure. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de choses qu'elle peut contester. Le partage des biens, la garde des enfants, les héritages, les fonds fiduciaires, les questions de séparation légale, et il y a toujours d'autres périodes d'attente cachées. Il tapota des doigts sur la table. Elle peut retarder le processus. J'expliquai. Je lui ai dit qu'elle pouvait garder la maison et la plupart de nos autres biens. Je la garderai, ainsi que les enfants, sur mon régime d'assurance maladie. Je verserai une pension alimentaire et une contribution à l'entretien des enfants raisonnable, et je prendrai en charge l'hypothèque, les assurances automobiles, et la plupart des services publics tels que l'électricité. Il répondit, vous lui cédez presque tout. Je souhaiterais un accès sans restriction à mes enfants, dis-je. Il demanda, sur quel motif déposez-vous la demande de divorce? Trahison, cruauté, abandon? Aucun d'entre eux, répondis-je, si ce n'est que je désire un nouveau départ. Je ne souhaite plus être marié avec elle. J'estime que nous ne sommes simplement plus compatibles. Il fronça les sourcils, si elle le souhaite, elle peut utiliser cela pour compliquer le divorce. Je ne lui ai jamais parlé de son nouvel amant. Je me contentais de dire, je ne vois pas comment. Je ne pense pas qu'elle le contestera. Je crois qu'elle a ses propres raisons de vouloir divorcer. Je vois, dit-il, je vais donc préparer les documents pour que vous les signiez. Comment et où souhaitez-vous qu'ils soient remis? Essayez d'être délicat, dis-je. Tenez les enfants à l'écart si possible et ne l'humiliez pas au travail. Il acquiesça, cela peut être arrangé. Les documents furent préparés et remis à Suzanne alors qu'elle revenait de ses courses le samedi matin. Mon avocat m'informa par courriel de l'heure, de la date et du lieu, et j'en fus satisfait. Je m'attendais à ce que Suzanne signe les papiers et poursuive ses projets. Elle ne le fit pas. J'appelai mon avocat 2 semaines plus tard, il la contacta par courrier recommandé, et sa réponse arriva par l'intermédiaire de l'avocate qu'elle avait engagée. Monsieur Gubin Freeport m'informa par courriel que mon épouse avait engagé sa propre avocate, une bonne. Il affirma en outre qu'il avait soumis toutes mes propositions conformément à notre accord et attendait sa réponse. Je cherchais le nom que Monsieur Freeport m'avait donné,
Margaret O'Connor, et apprit qu'elle était onéreuse et réputée. Il fallut un mois, mais Madame O'Connor finit par contacter mon avocat. Suzanne voulait que je lui cède la maison, sa voiture, la voiture de Samantha, et ma voiture, en plus d'insister pour que je paye la voiture qu'elle achèterait pour Greg dès ses 16 ans. Elle réclamait 80% de tous nos autres biens, tous mes outils, mon équipement sportif, et tous les appareils connexes tels que mes tronçonneuses, tondeuses et débroussailleuses, ainsi que mon canoë, le tout devant être vendu avec un profit partagé à 80 contre 20. Elle voulait la moitié de tout héritage personnel, si j'en avais. Je devais payer l'hypothèque, couvrir tous les frais d'assurance et les factures médicales. Je devais verser une pension alimentaire pendant 10 ans à hauteur de la moitié de son salaire, prime comprise. La pension alimentaire devait être fixée à 800 € par mois et par enfant jusqu'à ce que les 2 enfants atteignent l'âge de 25 ans, et mes droits de visite étaient limités à un week-end par mois et un mercredi soir sur 2, le tout sous sa supervision. Maître Freeport m'envoya un courriel, disant « Elle cherche à vous ruiner ». J'acquiesçai. J'indiquai également que j'accepterais la plupart de ses exigences, à l'exception des droits de visite des enfants. Il répondit que cela importait peu puisque Samantha allait bientôt avoir 18 ans et que Greg, à 16 ans, avait le droit de choisir avec qui il voulait vivre. Maître Bredson Freeport ajouta que si nous évoquions ces perspectives, elle pourrait assouplir certaines de ces autres conditions. Il envoya une contre-offre réduisant la pension alimentaire à 8 ans à 30% de ses revenus, la pension à 600 € par enfant et par mois jusqu'à l'obtention de leur licence, et elle serait tenue de me donner un accès illimité aux enfants, y compris à son domicile, jusqu'à ce qu'ils obtiennent tous deux leur diplôme. À ma grande surprise, mon avocat m'informa qu'elle acceptait toutes les conditions sauf l'accès illimité à son domicile, mais qu'elle consentirait si je fournissais une explication acceptable pour ma demande de divorce. Elle insistait également pour une audience devant un juge répondant à ces critères. Je répondis à mon avocat que je pensais qu'elle ne céderait probablement pas davantage et que nous devrions accepter ces conditions. Il me demanda quels étaient mes motifs de divorce, hormis la simple lassitude du mariage. Je répondis « Essayez l'abandon affectif ». Il acquiesça. Une audience fut programmée, puis reportée à 2 reprises. Suzanne n'avait toujours rien signé. Je savais qu'elle temporisait, mais je n'en comprenais pas la raison. Il fallut attendre longtemps en 2012 avant qu'une date définitive ne soit fixée. Enfin, nous nous rencontrâmes. Avant de voir le juge, mon avocat m'avertit que mon épouse pourrait encore insister sur une forme de thérapie conjugale. Je lui dis que j'en serais stupéfait. Le jour venu, nous entrâmes dans la salle d'audience. La juge était une femme d'une 40aine d'années, bienveillante envers les 2 parties. Lorsqu'on l'interrogea, Suzanne accepta de renoncer à la thérapie à condition que nous discutions de ce que j'entendais par abandon affectif. Nous nous réunîmes ce même jour dans le bureau de la juge. En présence de nos avocats et de la magistrate, Suzanne et moi eûmes ce que je croyais être notre ultime entretien de séparation. Suzanne commença « Je ne comprends toujours pas pourquoi tu veux divorcer, et cet abandon affectif, c'est des sornettes. » Je répondis « Suzanne, je t'aime toujours. Mais je suis convaincu que ton amour pour moi n'est plus qu'une habitude. J'ai la ferme conviction que si tu étais libre, tu trouverais rapidement quelqu'un d'autre à aimer véritablement. » Elle pâlit avant de répliquer « Il n'y a personne d'autre, si c'est ce que tu penses. » Déterminé à ne pas mentionner son amant, je déclarai néanmoins « Je ne te crois pas. Je suis persuadé que tu fréquentais quelqu'un d'autre. Je ne t'accuse de rien, mais je pense que tu as trouvé un substitut, du moins sur le plan émotionnel. » Elle détourna le regard pendant quelques instants avant de le poser à nouveau sur moi. « C'était comme la séparation des eaux, dit-elle. Oui, il y avait quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais rien fait de plus que de chastes baisers, mais oui, il y avait quelqu'un. » Elle se tourna sur sa chaise et demanda « Étais-je si transparente? Comment as-tu pu deviner que quelque chose se tramait ?» J'acquiesçai simplement. Incrédule, elle s'enquit à nouveau. « Tu fais cela pour moi ?» J'hochai encore la tête. Elle se leva et regarda son avocat. « C'est tout, n'est-ce pas ?» Son avocat sourit. « Je le pense, en effet. » Suzanne me regarda, reculant d'un pas. « Merci, Jérémy. Crois-moi, je te serai éternellement redevable. » Je me contentai d'acquiescer. Ainsi s'acheva mon mariage de 18 ans, dans le calme mais non sans drame. Après l'annonce de mon divorce en janvier,
mon déménagement et toutes les péripéties qui s'ensuivirent, je pouvais encore voir mes enfants. En parlant à Greg, je constatais qu'il avait perdu tout intérêt pour l'école. Je voyais qu'il sombrait dans la dépression, mais sans accès à son ancien foyer, je ne pouvais pas le surveiller aussi étroitement que je l'aurais souhaité. Samantha me tenait informé de certains de ses nouveaux comportements inquiétants. Outre un groupe de nouvelles fréquentations peu recommandables, Samantha m'apprit qu'il s'était initié à des substances illicites et dérobait de l'argent du portefeuille de Suzanne pour assouvir son vice. Je savais que j'aurais dû voir venir quelque chose, mais jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, je me sentais impuissant. J'étais certain que ce n'était qu'une question de temps avant que nous devions l'envoyer en thérapie. Avec Samantha, la situation était tout autre. Son comportement avait changé, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. Tout d'abord, elle était devenue plus attentionnée et moins conflictuelle envers Greg. Imaginez, la grande sœur militante et arrogante s'était muée en une sœur bienveillante. D'autre part, il était évident, à travers nos conversations et mes observations discrètes, que la relation de Samantha avec sa mère avait radicalement évolué. Samantha avait toujours manifesté une certaine résistance, voire une pointe de ressentiment, face au comportement dominateur et aux manières peu délicates de sa mère. Je ne le percevais pas alors, mais je compris plus tard que c'était le reflet de son profond mal-être. L'arrivée de Schuster n'allégea guère sa peine, mais elle dissimula habilement son chagrin sous un masque de bienveillance artificielle. Samantha, quant à elle, en avait une perception différente. Lors de nos fréquents échanges sur la situation familiale, Samantha ne mâchait pas ses mots. « Papa », me confia-t-elle un jour, « maman est devenue insupportable. » Je tentais de tempérer ses propos, mais elle me coupa net. « Tu ne vis plus avec elle, tu ne peux pas comprendre. » Je me tus, résigné à l'écouter. Elle poursuivit, « La cohabitation est devenue impossible. Je m'efforce de m'absenter le plus possible. » Elle ne cesse de se plaindre et de ronchonner. « Tu te souviens comme tu t'occupais des tâches ménagères ? Maintenant, elle ne fait plus rien. Elle attend que je m'en charge, mais je refuse. Ce n'est plus mon foyer, et c'est à cause d'elle que tu es parti. » J'essayais de l'interrompre, en vain. « Ne fais pas semblant, papa. Greg et moi sommes au courant pour l'autre homme. » Je l'interrogeai sur son identité, mais elle nia toute connaissance. « Elle nous prend pour des idiots, papa. » J'ai tout découvert en fouillant son iPhone. Il s'appelle Robert Schuster. Il travaille dans l'édition et je l'arrêtai, lui avouant que j'étais déjà au courant. Samantha s'exclama. « Alors pourquoi ne l'as-tu pas empêché ?» Je lui expliquai que sa mère ne m'aimait plus, qu'elle croyait aimer cet homme. Samantha rétorqua amèrement. « Maman n'aime qu'elle m'aime. Je la déteste. » Je tentai de l'apaiser. « Sois patiente. Le divorce sera bientôt prononcé. Après le délai légal, les choses changeront peut-être. » Elle me demanda « Comment ?» J'éludai la question, préférant lui demander comment elle avait découvert l'existence de Schuster. Elle me fixa intensément, attendant une réponse. « Savais-tu que ta mère tenait un journal intime depuis 2011 ?» lui demandai-je. « Tu l'as trouvé ? S'en quitte-t-elle ? » « Oui. »« Où ?» Je regrettais aussitôt d'avoir mentionné ce carnet. Elle l'a probablement jeté depuis. Elle n'en a plus besoin. « Oh, je l'ai trouvé », affirmai-je avec un sourire énigmatique. Samantha s'emporta. « Si tu ne me dis pas où, je vais retourner toute la maison. Je le trouverai et j'exposerai maman au grand jour. Je le ferai, papa. Je la confronterai, et j'irai même voir cet éditeur. » Je me trouvais alors dans une situation délicate. Il me fallait trouver une solution. « Écoute, si je te le dis, feras-tu quelque chose pour moi ? Ça dépend. Tu sais, je ne vis plus à la maison. Tu ne peux plus me donner d'ordre. » Je feignis un rire. « Tu as 18 ans maintenant. D'ailleurs, je n'ai jamais pu te donner d'ordre auparavant. Alors quelle différence cela fait-il ?» Elle me regarda avec une expression attendrie. « Allez, papa. » « Bon, dis-je. La dernière fois que je l'ai vue, elle l'avait caché dans la commode où elle range ses bijoux, mais avant, il était sur l'étagère supérieure de sa commode habituelle. Pour ce que j'en sais, elle l'a peut-être encore déplacé, si elle l'utilise toujours. « Pourquoi fait-elle cela ?» demanda Samantha. « Je suis partie. Maintenant, plus rien ne l'empêche de fréquenter cette personne. » Elle déclara, « Je vais le trouver et m'en débarrasser. » « Non, ne fais pas ça, dis-je.
Si tu le trouves, emporte-le dans ta chambre et fais des copies des dernières pages sur ton imprimante. Ne le jette pas. Bon sang, elle pense que c'est un secret, mais c'est un secret que nous connaissons. Nous pouvons la surveiller ainsi. Ma fille me regarda avec un sourire malicieux. C'est ce que tu penses, n'est-ce pas? Je lui répondis avec un sourire tout aussi rusé. Oui. Elle dit, d'accord. Je vais le trouver et faire comme tu dis. Sois prudente, répliquai-je. Ne la laisse pas devenir suspicieuse et, pour l'amour du ciel, reste loin d'elle. Samantha répondit, ça ira. Après cela, nous sommes revenus à la discussion sur Greg, ses problèmes et les études de Samantha. Ainsi, avec Samantha aux commandes, j'étais de retour dans le monde de l'espionnage de mon épouse. Je pensais, jusqu'où peut aller cette humiliation? Mais néanmoins, grâce à ce carnet, je pouvais suivre les pensées délirantes de Suzanne. Pourquoi je voulais faire cela, je l'ignorais vraiment. Je savais que je l'aimais encore. Est-ce une anomalie? Pourquoi voudrais-je continuer à aimer quelqu'un qui ne m'a jamais aimé, même après presque 20 ans? Je me disais que cela pourrait peut-être m'aider à un moment donné. Je pensais que cela pourrait être utile, mais ce ne fut pas le cas. Samantha m'envoya un message pour me dire qu'elle avait trouvé le carnet et fait des dizaines de copies des pages. Elle voulait savoir si j'en avais besoin. Je répondis que oui. Nous avons rencontré Samantha quelques jours plus tard. Elle dit qu'elle avait fait plus de copies depuis notre échange de messages. Elle me remit un petit paquet contenant environ 30 pages. Je les feuilletai. Certaines étaient datées juste après l'annonce de mon divorce. D'autres pages suivaient. Je les ramenai à mon appartement, me préparai des lasagnes Stouffer's et m'installai pour lire. La première entrée était datée du mercredi 25 janvier et ne disait rien d'inattendu. Jeremy veut divorcer, il est parti. Je peux épouser Bob, j'ai hâte de le lui dire. La suivante était pour le samedi 28 janvier. J'ai vu Bob. Il est tout aussi exalté que moi. Il souhaite officialiser notre relation sans tarder. Je lui ai dit que non, pas avant que le divorce ne soit prononcé. Il a suggéré d'explorer d'autres avenues. Je lui ai répondu que c'était hors de question, pas quand nous sommes si près du but. Si Jeremy découvrait notre liaison, il aurait de véritables motifs de divorce. Bob a compris. J'ai lu ce qu'elle avait écrit et cela m'a blessé. Les quelques notes suivantes n'avaient rien de particulier. J'ai appris que la sœur de Suzanne, Roxane, avait partagé la couche de son patron et que son mari Jeff l'avait découvert. Jeff était parti. Suzanne s'inquiétait pour sa sœur et se félicitait d'avoir gardé Bob à distance. Il n'y avait rien de significatif dans ces notes concernant elle et Bob jusqu'en avril, mais il y avait autre chose. J'ai parcouru le texte, mais Suzanne se plaignait que personne ne rangeait après soi dans la maison, qu'elle faisait toute la lessive et passait l'aspirateur. Pauvre d'elle, pensais-je avec ironie. Elle m'exaspérait. L'herbe commençait à pousser et au lieu de la tondre elle-même ou de demander à Greg de le faire, elle avait engagé un service d'entretien de pelouse. Je crois que ce qui m'irritait le plus, c'était que je m'étais échiné pendant des années à maintenir en état notre tondeuse bon marché de chez Montgomery Ward. J'avais failli acheter une John Deere il y a quelques années. Je me réjouissais maintenant de ne pas l'avoir fait. Il y avait une entrée du 26 avril qui me déplaisait. Elle avait cessé d'aller à l'église, manquait le dimanche des Rameaux et Pâques, disant que les gens étaient au courant pour nous, et qu'elle ne voulait pas être dévisagée ou assaillie de questions. Elle avait crié sur Samantha parce qu'elle s'était éloignée. Une vraie mégère, disait-elle en emballant le reste de mes effets personnels. Elle avait appelé Goodwill, donc je suppose qu'ils les ont récupérés. Personne ne m'en avait informé. Je me demandais si cela incluait le drapeau de mon grand-père. Ma vie continuait. J'essayais quelques nouvelles choses, je m'étais inscrit au pensant nager mais j'avais attrapé froid. J'allais dans plusieurs cinémas et mangeais du pop-corn hors de prix. Je dînais souvent à l'extérieur, particulièrement chez Denny's et Texas Roadhouse. Le jeudi 5 mai, nous nous sommes retrouvés au tribunal. Tout était terminé, mais la date officielle finale était fixée en août, selon la décision du juge. Le juge avait dit « au cas où ». Je pensais « au cas où quoi, il n'y aura pas de réconciliation ». Samantha m'a fourni de nouvelles entrées du journal de Suzanne. Elle avait commencé à être plus active après notre 1er mai, quel Cinco de Mayo, ah. Certaines de ses écrits étaient bons, du moins pour moi, d'autres moins. Lire toutes ces élucubrations n'était qu'une perte de temps. Je savais que Samantha les avait lus aussi.
Je lui ai dit que je souhaitais qu'elle arrête. Quoi qu'il en soit, tout l'été, d'après les dires de Samantha et ce que j'ai lu dans son petit mémoire, Suzanne semblait devenir 2, voire 3 personnes différentes. Je crois que cela a commencé avec la remise des diplômes de Samantha. Naturellement, j'y ai assisté, c'était ma fille. J'étais assis avec mes parents. Suzanne était assise avec ses parents et sa sœur. Jeff, l'époux de Roxane, était avec nous. Les deux groupes étaient complètement séparés. Suzanne voulait organiser une fête après la cérémonie, mais n'avait rien prévu. L'ayant appris, j'ai arrangé une petite réception à la maison avec un traiteur. Mes parents ont invité ma sœur et mes frères à venir avec leur famille, si bien qu'entre les jeunes amis de Samantha et son nouveau petit ami, ce fut une assez grande fête. Suzanne ne voulait pas de cela, elle ne voulait vraiment pas être en ma présence, alors elle et sa famille sont allés dans un restaurant. Greg est resté avec Samantha et moi, et j'en étais heureux. Par ailleurs, il semblait que Suzanne devenait paranoïaque. Son grand amour passait apparemment la plupart de son temps à New York. Cela me paraissait logique puisque c'était le siège de son entreprise, mais Suzanne n'aimait pas ça. D'après ses notes, j'ai compris qu'elle doutait de sa fidélité. Quelle ironie! De quelle fidélité parlait-elle, charnelle ou émotionnelle? Si c'était charnel, les limites avaient été franchies depuis longtemps. Ces notes ne contenaient rien de précis à ce sujet. C'est Samantha qui a révélé les véritables nouvelles. Elle avait beaucoup à dire. Greg était complètement hors de contrôle. Les seuls moments où il était à peu près normal étaient quand je venais, et malheureusement, à cause de mon travail, ce n'était pas si fréquent. Je laissais tomber mon fils alors qu'il entrait au lycée. Au moins, il maintenait ses notes. J'y veillais en vérifiant ses bulletins. Il avait toujours l'air négligé. Ce que Samantha m'a dit sur sa mère était vraiment inquiétant. Suzanne n'a jamais aimé les tâches ménagères, qui les aimerait, alors au fil du temps, j'en ai assumé la plupart. Samantha disait que le lit de sa mère n'était jamais fait, et elle ne pensait pas qu'elle changeait ses draps. Elle allait rarement faire les courses, alors elle volait les shampoings et autres produits de Samantha. Samantha disait que sa mère ne faisait que grogner et se plaindre. Samantha devait laver tous ses vêtements. Sa mère ne l'aidait pas. La nourriture était devenue une plaisanterie. Samantha disait qu'elle en avait assez des gaufres surgelés au petit déjeuner et des pizzas au dîner, alors je lui donnais de l'argent supplémentaire chaque semaine pour qu'elle et Greg puissent avoir quelque chose de substantiel. Suzanne l'a découvert et leur a crié dessus à tous les deux. C'est alors que je suis intervenu. On était déjà en août. L'échéance du divorce n'était plus qu'à quelques jours lorsque je me suis enfin résolu à faire un détour par la maison pour voir Suzanne. Je venais chaque semaine sans jamais la croiser. Samantha s'assurait toujours qu'elle ignore ma venue, la prenant ainsi au dépourvu. C'était un samedi après-midi et elle se trouvait alitée à l'étage. Je franchis le seuil. Samantha et Greg souriaient dans le salon. Samantha leva les yeux au ciel et pointa le plafond. Au pied de l'escalier, j'appelai. « Suzanne, Suzanne, peux-tu descendre un instant ?» Elle hurla. « Va au diable !»« Pourquoi ?» demandai-je en regardant autour de moi. Tous nos portraits de famille, du moins ceux où je figurais, avaient disparu. J'insistais. « Je t'en prie, descends. Nous devons parler. » Elle finit par céder. « Que veux-tu » demanda-t-elle, agacée. « Discuter. » Elle fronça les sourcils. « De quoi ?» Je haussai les épaules en écartant les bras. « Regarde cet endroit. Quand un aspirateur a-t-il vu le tapis pour la dernière fois ?» Je désignai la cuisine. « N'utilisons-nous plus que des assiettes en carton ?» Puis je mentis. J'ai vérifié la salle de bain du rez-de-chaussée. « Quand a-t-on nettoyé les toilettes là-bas pour la dernière fois ?» Elle explosa. « Espèce de salaud !» Elle jeta un regard sévère aux enfants, puis se retourna vers moi. « C'est ma maison. Tu n'as pas à venir ici. Tu ne regardes pas autour de toi. Tu viens, tu restes dehors, tu prends les enfants et tu pars. Compris ? Suzanne, sois raisonnable, dis-je. Il mérite une maison propre. Ce n'est pas juste. » Elle s'approcha de moi. « De quel droit dis-tu cela ? C'est toi qui es parti. C'est toi qui voulais la liberté. Et maintenant tu penses pouvoir venir ici et donner des ordres ? Suzanne, parlons-en, dis-je. As-tu besoin de plus d'argent ? Nous pouvons engager une femme de ménage, mais tu dois nourrir les enfants avec autre chose que des pizzas. Ce fut la goutte d'eau.
Elle perdit complètement son sang-froid. C'est ma maison. Ce sont mes enfants. Sors de chez moi. Je dis, Suzanne. Elle hurla, dégage de ma maison. Dégage de ma maison. Elle se dirigea vers la porte d'entrée, l'ouvrit et pointa du doigt, sors immédiatement ou j'appelle la police. J'essayai à nouveau. Suzanne, je veux juste. Dehors. Hurla-t-elle. Si tu ne pars pas, j'appelle la police. J'obtiendrai une ordonnance restrictive. Dehors. Je regardais mes enfants. Greg semblait effrayé, mais Samantha souriait. Elle savait ce qui allait se passer ensuite. Je haussai les épaules et dis « Samedi ». Tous deux acquiescèrent. Je sortis par la porte d'entrée. Suzanne la claqua de toutes ses forces derrière moi. Je pensais « C'était terrible ». Suzanne semble au bord de l'apoplexie. En continuant à lire les pages que Samantha m'avait fournies, je vis qu'après août, les choses étaient devenues vraiment étranges. Tout d'abord, Suzanne remplit son petit carnet et s'offrit un véritable journal intime. Par chance, bien que Samantha prétendît posséder une clé, elle ne le fermait jamais à clé. Ensuite, il apparut que la vie avec Bob ne répondait pas tout à fait aux attentes de Suzanne. Les mois automnaux de 2012, du moins septembre et octobre, racontaient une histoire captivante. En vérité, cela aurait été divertissant à lire s'il s'agissait de quelqu'un d'autre, mais j'éprouvais de la compassion pour elle. Son fantasme s'effritait. À cette époque, Greg avait trouvé une compagne et mettait de l'ordre dans sa vie. Je me dis, quel prodige! Comment une charmante demoiselle à queue de cheval peut-elle transformer un garnement en gentleman? En effet, la petite Alicia Shackelford avait apprivoisé et enchaîné notre jeune fripon. Ils avaient fière allure, sillonnant les rues dans le petit RAV4 que je lui avais déniché chez Carmack. Samantha décida de s'inscrire au collège communautaire pour rester près du foyer. Entre mes études, mon compagnon et mon travail, elle et moi lisions ensemble le journal de Suzanne. Cela devint un passe-temps agréable. J'eus enfin l'occasion d'observer Bob attentivement, et je le trouvais fort disgracieux. Qui était Bob et que possédait-il que je n'avais pas? Premièrement, à 41 ans, je demeurais en excellente forme physique. Fréquenter le YMCA m'y aidait. Bob, en revanche, ne semblait guère s'en soucier. C'était un petit homme corpulent, mesurant peut-être 1,78 mètres contre mon 1,88 mètres. Il arborait un adorable ventre rond qui débordait confortablement de son pantalon trop serré, suffisant pour le désigner comme futur candidat à de graves problèmes de santé. J'avais les cheveux bruns, les siens étaient plus clairs, mais ma chevelure restait intacte, tandis qu'il arborait une magnifique tonsure qui devait sans doute paraître élégante sur sa tête ovoïde. Il semblait en réalité être un homme agréable, et après août, Samantha et moi eûmes droit à une pleine dose du journal intime de Suzanne. Que consignait Suzanne? Bob et moi avons enfin franchi le pas. Je n'ai rien ressenti. Je l'aime tellement. Jeremy était tout en muscles, un véritable athlète. Bob est doux, non pas efféminé, non, c'est un homme, un vrai, mais il n'est pas obsédé par sa force ou sa virilité. Bob est comme un nounours. Jeremy était, eh bien, juste Jeremy, grand, grossier et ennuyeux. Dieu du ciel, pensais-je, comment avait-elle supporté cela pendant 18 ans? Cela me blessait. Elle ne l'avait jamais vraiment montré. Je me souvenais qu'elle m'adressait parfois des paroles aimables. Elle m'avait même dit qu'elle m'aimait à plusieurs reprises. Je savais qu'elle m'aimait lorsque nos enfants étaient nés. J'avais encore une image mentale claire d'elle tenant tendrement chaque enfant dans ses bras, s'agrippant à moi d'une main. Les regards d'amour qu'elle adressait à chaque enfant étaient identiques à ceux qu'elle me réservait. Je savais qu'elle m'avait aimé autrefois. Je me demandais si Bob avait des enfants. Suzanne écrivit d'autres choses, mais ceci était le plus douloureux. Elle écrivait à quel point Bob était attentionné, comment il buvait ses paroles et lui offrait des présents. Il apportait des fleurs et du chocolat. Bon sang, j'en faisais autant. Je n'ai jamais manqué un anniversaire ou une Saint-Valentin. Je supposais qu'elle avait oublié. Samantha et moi parlions de cadeaux. Elle disait que maman considérait mes offrandes comme un devoir. C'était l'anniversaire de Suzanne, elle recevait un cadeau. C'était celui de Samantha, elle en recevait un. C'était celui de Greg, il avait aussi quelque chose. Mais Bob n'offrait qu'à elle seule. Je crois comprendre. J'y étais contraint. Rétrospectivement, tout s'est refroidi, non pas au sens météorologique,
mais dans la relation entre Suzanne et moi, glaciale à mon égard. C'était gênant de lire ce maudit journal devant Samantha. Suzanne s'enthousiasmait pour les détails intimes. Il disait vouloir emménager chez moi. Cela n'arrivera pas. D'abord, je pense que Jeremy me suit. J'ignore d'où il tire l'argent, mais les enfants sortent constamment. Samantha a reçu beaucoup de nouveautés et les fonds doivent venir de Jeremy. Je dépense principalement l'argent qu'il envoie chaque mois en nourriture. Le reste, je l'épargne ou le consacre aux loisirs. J'ai mes propres besoins. Autre chose, Bob a cessé de payer ses dépenses. Maintenant, quand nous sortons, il s'attend souvent à ce que je règle. Je lui ai demandé s'il allait enfin m'épouser. Il a esquivé. Je commence à douter. Il est si indécis. Parfois, je souhaiterais qu'il ait ne serait-ce qu'un peu de la fermeté de Jeremy. J'ai lu cela et me suis aussi interrogé, alors j'ai vérifié. J'ai appris qu'il était vrai qu'il avait dit à Suzanne être veuf, mais qu'il l'avait peut-être induite en erreur sur son poste chez HarperCollins. Il y travaille bien, mais n'est pas un grand patron. Je n'ai pas pu savoir combien il gagne, mais j'ai découvert qu'il n'a pas de bureau séparé à New York, partageant l'espace avec plusieurs autres employés. C'était un simple commis, rien de plus. Pour ce que j'en sais, il pourrait être payé à l'heure. C'était le problème de Suzanne, pas le mien. Bob avait d'autres soucis aussi. Suzanne avait pris des notes. Elle écrivait « Bon sang, combien de chemises Bob possède-t-il ? 3 ? Pas plus de 4. Je ne le vois que dans 2 costumes différents. Jeremy râlait à propos de ma maison. Il aurait dû voir où vit Bob. Cela me manque chez Jeremy. Oh Jeremy, pourquoi ne peux-tu pas partir ? Tu es comme un fantôme, toujours présent. Parfois, je sens simplement le déodorant vaporisé sur son odeur corporelle et je repense à la façon dont je réprimandais Jeremy pour ses douches fréquentes. Peut-être me suis-je trompé sur Bob. Il a besoin d'une nouvelle voiture, ou du moins de laver celle qu'il possède. Il pourrait au minimum la nettoyer. Des emballages de McDonald's, qui doivent dater de plusieurs mois, y traînent. Je m'étonne qu'il n'ait pas de fourmis. L'heure est venue de faire briller mes chaussures, et il s'interroge sur mon refus de le présenter à mes collègues. C'était la nuit d'Halloween lorsque Samantha et moi avons lu l'avis de décès de Bob, daté du 31 octobre 2012. J'ai rompu avec Bob aujourd'hui. Il a versé des larmes, mais je ne peux plus supporter cette situation. J'ai demandé à Samantha, « Que crois-tu que ta mère fera ensuite ?» « Je l'ignore, a-t-elle répondu. « Qu'en penses-tu » ? « Je ne sais pas, ai-je dit. Nous n'avons pas tardé à le découvrir. Le jeudi 7 novembre, Samantha m'a envoyé un message. Denise 18h. J'y étais. Samantha m'attendait. Alors, que s'est-il passé ? Ai-je demandé. Samantha a répondu. Elle l'a jeté. Je pensais qu'elle l'avait déplacé, mais elle l'a trouvé dans la poubelle, un journal intime et un carnet. Tu les as sauvés, n'est-ce pas ? Ai-je demandé. Oui, a-t-elle répondu, et il y avait une autre entrée. Laquelle ? Ai-je demandé. Samantha a dit. Adieu, il est temps de faire demi-tour, je dois le récupérer. J'étais perplexe. Je comprends l'adieu, mais le récupérer ? Veut-elle Bob de retour ? Samantha a souri. Non, elle a appelé Mary Meds. Il nettoie la maison tous les jours depuis mardi. Elle a dit qu'elle voulait faire du shopping avec moi. Greg avait un match ce vendredi et elle y est allée. Je pense qu'elle vient pour toi. Je me suis gratté la tête. Tu ne plaisantes pas. Samantha a dit. Alors, que vas-tu faire ? Je ne sais pas, ai-je dit. Ces 2 dernières années ont été difficiles. Souviens-toi, ça a commencé il y a 2 janvier. Je ne pense pas que tu aies raison. Elle a quelqu'un d'autre en tête. Quoi qu'il en soit, garde ce journal à portée de main. Il pourrait s'avérer utile, a ajouté Samantha. Oh, et elle m'a demandé si tu voyais quelqu'un. Qu'as-tu répondu ? J'ai dit que je ne savais pas. Bonne fille. Je me suis assis et j'ai réfléchi. Ainsi, Suzanne prépare quelque chose. Si elle pense que je reviendrai, ce sera une barre haute pour elle. Avec le journal entre les mains de Samantha, bientôt entre les miennes, je ne voudrais pas le faire, mais je pourrais utiliser ses propres mots contre elle. 18 ans, c'est long. Je pensais que nous nous aimions, mais en y repensant, les disputes inutiles, les reproches et les plaintes sur des petites choses sans importance étaient, je suppose, la preuve de son malheur. Elle m'a épousé pour donner un nom à son enfant.
En pensant à Samantha, je suis heureux de l'avoir fait, mais revenir à quelque chose comme ça, du moins avec Suzanne, ne serait pas réaliste. Elle retomberait dans ses vieilles habitudes, et tôt ou tard, il y aurait un autre Bob Schuster. Je me suis levé et me suis préparé un café. D'ailleurs, je pensais mener une existence plutôt confortable, avec un appartement soigné et douillet, un lit king size où j'avais déjà accueilli plusieurs charmantes compagnes, sans attache sérieuse. Mes enfants avaient surmonté le plus gros de la tempête. Greg allait obtenir son baccalauréat et entrer à l'université. Samantha fréquentait un établissement local. Dans 2 ans, elle pourrait choisir parmi plusieurs bonnes universités publiques. Les finances étaient serrées, mais la situation s'améliorerait. Étais-je solitaire? Peut-être pas tant que ça, car j'avais fréquenté des femmes, nombreuses, qui n'étaient pas aussi exigeantes que Suzanne. J'avais des perspectives d'avenir, et à 40 ans, je disposais encore de nombreuses opportunités. Je reçus un message le dimanche 18 novembre. C'était Suzanne. Thanksgiving est ce jeudi. As-tu des projets? Je répondis. Mes parents, pourquoi? Elle rétorqua. Je me demandais juste ce que pensaient les enfants. Je répliquai. Les enfants? Elle proposa. Peut-être pourrions-nous tous déjeuner ensemble. Je m'enquis. Tu es sûr? Elle confirma. Oui. Je demandai. À quelle heure? Elle précisa. Premier match à 13h. Je suggérai. 12h30. Elle ajouta. Lait de poule. Je conclus. Bien sûr. J'appelai mes parents pour les informer que je dînerais avec mes enfants pour Thanksgiving. Maman me souhaita un agréable repas. Je la remerciai. Ainsi, le jeudi de Thanksgiving, je me présentai à mon ancienne porte à 12h30 précise. J'étais vêtu décontracté. Une veste légère, une chemise bleue boutonnée, un pantalon noir et des chaussures de tennis New Balance. Samantha m'accueillit en chuchotant. La dinde n'est pas le seul mets au menu, papa. Je souris, lui tendant une bouteille de vin blanc peu onéreux. Compris. J'entrai et remarquai immédiatement que la maison était impeccable. Tout était propre. Toutes les photos de famille étaient en place. Mon fauteuil à bascule semblait fraîchement épousseté. La télévision était déjà allumée. La table était dressée, avec même des serviettes en tissu. Suzanne apparut. Je m'attendais à ce qu'elle fasse son entrée telle la diva qu'elle s'était toujours crue être, mais ce ne fut pas le cas. Elle entra plutôt timidement, presque craintivement. Je connaissais mon ex-femme et compris que ce n'était pas un jeu. Elle avait peur. Je m'approchai, pris ses mains et l'embrassai sur la joue. « C'est bon de te voir, Suzanne. » Elle portait une robe noire très formelle, partiellement couverte d'un tablier, un collier de perles que je lui avais offert il y a bien longtemps quand nous étions très jeunes, presque pas de maquillage, et ses cheveux en un simple chignon. Tenant toujours ses mains, je me penchai en arrière. « Tu es toujours aussi belle. » Elle était visiblement nerveuse, presque au bord des larmes. Je vis qu'elle voulait dire quelque chose. Sa bouche s'ouvrit à plusieurs reprises. Des soupirs profonds s'échappèrent, mais elle garda le silence. Je connaissais Suzanne et je voyais qu'elle était effrayée. Finalement, elle murmura « Tu es beau aussi, Jérémy. » Elle émit ce gargouillement que font parfois les gens avant de fondre en larmes. Sa voix était basse et rauque. Je me demandais « Va-t-elle pleurer ?» Cela me rendait nerveux. Autrefois, je l'aurais enlacée et réconfortée. Greg descendit les escaliers, brisant le charme. S'il était arrivé une seconde plus tard, quelque chose d'important aurait pu se produire. Il nous regarda, sa mère et moi. « Je mangerai avec vous, mais ensuite je dois partir. Les gars vont chez Steve pour regarder le football et rencontrer des filles. » Samantha se tenait derrière sa mère. « Je ne peux pas rester non plus. » Suzanne restait là, visiblement abattue, sans mot dire. Je comprenais la tension. Je devais dire quelque chose. Je me tournai vers mon fils. « Greg, quand est ton prochain match? »« Vendredi prochain, répondit-il. »« À domicile ou à l'extérieur ?» demandai-je. « À l'extérieur, dit-il. » Je lançai. « Peut-être que je viendrai. » Je jetai un coup d'œil à Suzanne, espérant une invitation. Mon estomac était noué. Je ne savais que faire. Je sentais qu'avec quelques mots, une courte phrase, je pourrais changer le cours de l'histoire. Mais les mots me manquaient. Greg resta impassible. Ce serait bien. Je joue arrière, comme toi. C'est un poste difficile,
dis-je. Ouais, c'est assez dur, surtout si l'équipe adverse a de bons receveurs, répondit-il. Je comprends, acquiesçai-je. Ensemble, pendant que Suzanne et Samantha dressaient la table, Greg et moi nous installâmes pour regarder le match de football. J'étais concentré sur le jeu, Dallas contre je ne sais qui. Ce n'était pas Détroit. J'aimais le football, mais ce n'était pas la raison de ma présence. Suzanne m'apporta une bière, une Coors Light, dans une chope glacée. Je devrais dire ma chope glacée, qu'elle m'avait offerte il y a des années. Elle était très nerveuse, ne cessant de regarder alternativement la chope et moi. Je me sentais gêné et triste. Je me souvins de la ballerine en papier du conte de fées. Un coup de vent l'avait emportée dans le feu où elle brûla, tandis que le petit soldat de plomb restait là, impuissant, à la regarder même lorsqu'il commença à fondre. Tous deux disparurent simplement dans le néant. C'était un moment mélancolique. J'observais discrètement ce qui se passait entre la cuisine et la salle à manger. Je pensais, c'est Thanksgiving ou le dernier repas d'un condamné, ou dans ce cas, d'une famille condamnée, d'un mariage condamné. J'aurais préféré ne pas être là. Juste avant de nous asseoir à table, je m'excusai et allai aux toilettes. Pour une raison inexplicable, je montai à l'étage et utilisai la salle de bain de notre ancienne chambre, celle dont je me servais habituellement en tout autre temps. Notre chambre semblait parfaite. Tous nos vieux clichés y trônaient, disposés stratégiquement parmi des bougies éteintes. Une rose écarlate reposait sur mon ancien oreiller. Rouge, rouge, oh rouge, pourquoi maintenant? Je remarquai que le couvre-lit et le drap supérieur étaient relevés, comme si tout était prêt pour une quelconque occasion. J'eus envie de pleurer. Nous prîmes place à table vers 13h, bien plus tôt qu'à l'accoutumée. Les filles apportèrent un immense plat de dinde déjà découpé. D'ordinaire, je la tranchais en cuisine, mais je supposais que Suzanne s'en était chargée cette fois-ci. Puis vinrent le farci maison, la purée de pommes de terre, le mélange de maïs et de haricots, le chou rouge, les huîtres au four, la gelée de canneberge, les haricots verts, les petits pains, le beurre et les patates douces glacées. Nous fîmes circuler tous les plats. Je songeais à la nourriture, à la quantité de féculents présents. Peu importait. Je remplis mon assiette à ras-bord. Je dévorai jusqu'à la dernière bouchée, et lorsque j'eus vidé mon assiette, je fis ce que je faisais toujours. Je l'emportai à la cuisine, la rinçai et revins enquérir davantage. Suzanne sourit. Dieu, pensai-je, quel sourire doux. Elle dit, tu as toujours fait ça. Je songeais, dis quelque chose, Suzanne. Dis ce que j'ai besoin d'entendre. Dis ce que je meurs d'envie d'entendre. Elle ne dit rien. Elle se figea. Je lançai, j'aime avoir une assiette propre. Personne ne parla beaucoup durant le repas, principalement des banalités, des choses ordinaires, la météo, la politique locale, les voitures. Samantha mentionna Roxane, quelque chose comme « c'est dommage », mais Suzanne et moi lui lançâmes un regard et elle se tut. Thanksgiving ressemblait davantage à des funérailles qu'à une fête. Nous terminâmes le plat principal vers 13h30. Ce fut une pause et Suzanne et moi buvions du café. Greg et Samantha étaient assis patiemment l'un à côté de l'autre. Vers 13h45, Suzanne apporta les tartes, à la crème de pomme, à la crème de noix de coco, à la crème de citrouille et un récipient de tapioca. Le tapioca était ce que son père, maintenant décédé, aimait. Je pensais que le tapioca ne faisait qu'ajouter à la morosité ambiante. Dehors, le jour était nuageux, le ciel gris, les nuages sombres et menaçants. À l'intérieur, c'était encore plus sombre. Enfin, le dîner s'acheva. Greg partit. Samantha s'inclina et le rejoignit. Il ne restait plus que moi, Suzanne, une pile de vaisselle sale et beaucoup de restes à ranger. Je la regardais. Et maintenant? Elle dit, pourrais-tu m'aider à ranger la nourriture et à faire la vaisselle? Je me levai et dis, bien sûr. Mon esprit, mon cœur hurlait, dis quelque chose, dis ce que j'ai besoin d'entendre, dis ce que je meurs d'envie d'entendre. D'abord, nous rangeâmes la nourriture. Je me tenais à proximité pendant que Suzanne s'en occupait. Puis vint le moment de la vaisselle. Les casseroles et poêles nécessitaient un lavage à la main, tandis que tasses, assiettes, soucoupes et couverts allaient au lave-vaisselle. Nous utilisions sa belle porcelaine et son argenterie. N'ayant jamais eu beaucoup de moyens, il nous avait fallu de nombreuses années pour rassembler toutes les pièces d'argent.
Le dernier élément acquis fut un couteau à beurre. Je me souviens de notre étreinte et de ses larmes. J'ai un vague souvenir qu'elle ait dit quelque chose comme « Nous sommes au complet maintenant ». Mon fort intérieur hurlait « Suzanne, dis quelque chose, dis-le ». Comment pouvait-elle ne pas m'entendre? Nous étions toutes deux debout devant l'évier. Suzanne lavait, je séchais. Elle récurait l'une des casseroles moyennes, probablement celle des pommes de terre en purée, lorsqu'elle s'arrêta et fondit en larmes. Ne sachant que dire, je gardai le silence. Je pris la casserole et terminai de la laver. Elle resta figée quelques secondes, puis se ressaisit, essuya ses yeux de son avant-bras et murmura doucement « Ce doit être l'oignon ». Elle passa à la casserole suivante. À 4 heures de l'après-midi, nous avions tout terminé. C'était comme des funérailles. Cela avait commencé à midi et s'était achevé à 4 heures. Elle me regarda. Je n'ai jamais vu une expression aussi désespérée sur le visage de quiconque. Elle resta immobile, puis dit « Je vais chercher ton manteau ». Elle me l'apporta, m'accompagna à la porte, l'ouvrit et dit « Merci d'être venu. J'ai passé un excellent moment. » Je restai immobile. C'était notre dernière chance. J'observais. Ses yeux imploraient, mais sa bouche ne bougeait pas. J'embrassai sa joue. Moi aussi, j'ai aimé. Je me retournai et descendis les marches vers mon SUV. J'ouvris la portière, mais avant de m'asseoir, je me retournai. Suzanne se tenait sur le seuil, tenant un mouchoir. Je vis qu'elle commençait à pleurer. J'avais envie de hurler. « Je suis là, descends l'allée, descends cette fichue allée. » Elle agita la main. Je lui rendis son geste. Je montai dans la voiture et partis. Suzanne et moi ne sortîmes plus jamais ensemble. Je ne retournai jamais dans notre ancienne maison. Je fréquentais occasionnellement des femmes mais ne trouvais personne de spécial. Samantha me dit que Suzanne ne sortait pas du tout. Elle garda la maison tant que Greg était encore à l'école, mais la mit en vente immédiatement après. Nous nous vîmes à la remise des diplômes de Greg et quelques autres fois lors d'événements familiaux. Quand mon père décéda, Suzanne prit un congé et aida ma mère pendant quelques semaines. Je rendis visite plusieurs fois, mais les conversations avec Suzanne étaient toujours tendues et gênantes. Je ne vérifiai jamais ce vieux journal intime qu'elle gardait et je ne lui dis jamais que je l'avais vu. Samantha me dit un jour qu'elle l'avait jeté. J'aurais souhaité qu'elle le brûle. Ah oui, et Suzanne travaille toujours pour une compagnie d'assurance. Elle demeure assistante du directeur de bureau. On lui a refusé la promotion au poste de directrice à 2 reprises. Femme, vous savez, je ne suis encore qu'un simple comptable, sans promotion ni perspective. J'ai acquis un autre canoë. Elle appréciait le canotage. J'ai acquis un autre canoë. Elle appréciait le canotage. J'ai acquis un autre canoë. Elle appréciait le canotage. Je pense à elle parfois. Souvent, en fait, elle me manque encore. Il m'arrive de contempler mon téléphone, espérant qu'elle appellera. Je me demande si elle pense à moi. Fin. Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo. Nous vous serions reconnaissants de nous soutenir en cliquant sur le bouton « J'aime » et de partager vos réflexions sur cette histoire dans les commentaires.